J'ai le plaisir donc de présenter Jérôme Katz, qui est donc avec nous aujourd'hui, qui est sur le site. Alors, Jérôme est le directeur des centres d'art Space Junk, qui sont présents à Grenoble, à Lyon et à Bayonne. Et à Bayonne. Voilà, j'ai oublié Bayonne. Il est aussi, et j'allais dire surtout, pour nous, le fondateur du Street Art Festival de Grenoble. Donc, il a fondé ce festival en 2015. Il en est le directeur artistique. Et c'est à ce festival et à Jérôme et à son énergie assez prodigieuse qu'on doit des centaines de fresques dans toute l'agglomération grenobloise qui ont fleuri. Donc, chaque année, au mois de juin, le festival est l'occasion de création de nouvelles fresques, dont certaines sont assez spectaculaires. Donc, voilà, c'est quelque chose qui a changé l'aspect de la ville de manière assez profonde et on espère durable. Donc, c'est une chance de pouvoir entendre Jérôme aujourd'hui. Il va nous parler du street art en général et puis de son action à Grenoble aussi, je pense. Je lui passe la parole. Merci, Jérôme. Merci, Françoise. Bonjour à tous. Donc, du coup, je suis en train de voir si je peux arriver à bouger un peu certains trucs. Bon, on attendra peut-être après la présentation. Du coup, alors, comment est-ce qu'on fait bouger les slides? On va prendre en main le. Normalement, on va comme ça. Okay, nickel. Donc, comme Françoise l'a dit, bon, voilà un peu on va dire, d'où je parle. Effectivement, je suis l'auteur de plusieurs ouvrages sur street art. J'enchaîne un peu à l'université sur une ETC, donc c'est 24 heures chaque semestre, de manière optionnelle, on va dire, mais obligatoire pour les étudiants. J'ai créé justement donc, ce centre d'art en 2003, Space Junk à Grenoble, et puis aujourd'hui, il y a 3 espaces en France. Et autour de chaque espace, on organise des temps festifs autour du street art, en dupliquant plus ou moins ce qu'on a mis en place à Grenoble. Donc là, je vais attaquer avec une petite partie historique qui vient reprendre un peu l'histoire du street art, que tout le monde sache un peu, voilà, ça va expliquer un peu comment est-ce qu'on est passé de l'ASCO, on va dire, à des jeunes qui sont arrêtés par la police. Et puis après, on développera une deuxième partie plus spécifiquement sur le festival. Et comme cette conférence est dédiée à l'ILL, à l'ECRF et à tout ce qui se passe sur la presqu'île, l'idée, c'est d'avoir un peu quelque chose d'orienté, on va dire, vers tout ce qui est nouvelle techno ou l'innovation, ce qui peut intéresser, je pense, les gens qui regardent cette conférence. Donc, on attaque avec une petite partie historique. Donc, du coup, on a commencé à écrire sur les murs depuis la nuit des temps. Et cette image alors, est-ce que vous voyez la souris? Non, je ne pense pas. En bas à gauche de cette image, on voit qu'il y a bien longtemps déjà, le logo copyright avait été inventé. Mais non, l'idée, ce qui est intéressant, c'est la notion de pochoir et des mains qu'on voit sur la fresque. Et on voit que ces mains, elles ont été faites et que la peinture qui est autour de ce pochoir de main, elle a été projetée. Or, la bombe a été créée, inventée en 1949. Et donc, du coup, là, quand on a moins de 300 000, il fallait qu'ils trouvent déjà une idée pour comment réussir à projeter la peinture. Et ils faisaient ça grâce à des pipes faites avec des os creux. Et ils projetaient les pigments en soufflant à travers ces petites pipes en os. Donc, du coup, voilà un peu l'historique en fait de projeter la peinture sur un mur et pour en faire un pochoir, c'est quelque chose qui existe depuis très 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 longtemps. Donc, les graffeurs aujourd'hui n'ont pas inventé grand-chose. Mais donc, les murs ont pris la parole au fil des années, du temps, et si on peut vraiment faire démarrer le street art à une époque, on va dire, c'est 1965, on verra après, mais les origines, on va dire, les moments où les murs ont pris la parole, il y a 2 grandes périodes, en fait. C'est 1917 avec la Révolution mexicaine, où on a un gouvernement qui va
avoir envie de s'adresser à sa population qui ne sait pas forcément ni lire ni écrire. Par contre, une chose est sûre, c'est qu'elle se retrouve sur la place du village tous les samedis ou une fois par semaine au moins pour venir vendre sa marchandise ou faire des échanges. Et donc, du coup, il y a un endroit comme ça qui prend, qui naît en fait dans le paysage urbain des villages au Mexique. Et on commande à des peintres officiels des fresques qui vont vanter les mérites de l'hygiène, de l'éducation, du progrès. Et donc, du coup, on a une mouvance comme ça où les murs prennent la parole pour venir faire passer des messages pédagogiques. Alors, petite parenthèse, 1917, c'est aussi le moment où on a l'acte fondateur de ce qu'on va appeler l'art contemporain avec La Fontaine de Marcel Duchamp, hein, signé Hermut à l'époque. Mais donc, voilà, c'est intéressant de faire ce petit parallèle où on voit que au moment où il y a une envie d'utiliser la peinture pour s'adresser de manière très frontale à une population, il y a déjà les ferments de la conceptualisation ultime de l'art qui sont déjà mis en exergue, c'est déjà mis en branle. Donc, le muralisme mexicain, c'est symbolisé par Diego Rivera, hein, qui est la sommité de la discipline. Et donc, ça, c'est une des rares fresques qui a été conservée puisqu'elle a été faite en mode mural, mais en intérieur. Donc, elle a pu passer l'épreuve du temps. Donc, ça, c'était pour 1917, hein, le début du muralisme mexicain. Et à peu près à la même époque, de l'autre côté de la planète, en Russie, on a les enfants qui ne travaillaient pas bien à l'école, qui se retrouvaient enfants sandwich. Mais non, plus sérieusement, c'est une autre manière de donner la parole au mur avec des affiches. Les conditions météo ne sont pas tout à fait les mêmes qu'au Mexique. Et donc, du coup, en Russie, on va concevoir des affiches qu'on va dupliquer à des centaines de milliers d'exemplaires et qu'on va dispatcher dans tout le territoire pour qu'elles soient affichées sur les murs des usines, des villes, un peu où on veut. Et donc, c'est la même démarche. En fait, les murs prennent la parole avec un autre médium qui est le papier collé ou punaisé, si jamais on est sur du bois. Mais voilà, il y a un outil qui est mis sur les murs, à savoir des affiches sérigraphiées. Donc, on se retrouve avec une deuxième, on va dire, ferment de ce que va devenir le street art, à savoir l'impression sur papier et le papier collé dans l'espace public. Donc là, c'est les deux on va dire, les deux grands moments où le street art se met à ce qu'on appelle le street art aujourd'hui, ça prend ses racines quelque part à cet endroit. Après, on a le premier tag de crew, de collectif, qui va être un collectif peu glorieux, hein, puisque c'est les GIs américains qui, chaque fois qu'ils vont se déplacer du coup, pour des missions guerrières, hein, vont tous se mettre à faire ce petit personnage en signant Kilroy was here. Alors, des fois, il n'y a que le personnage, des fois, il n'y a que l'écriture, mais c'est le premier tag, quelque part, de collectif qui va se déplacer sur la planète entière aujourd'hui. Si jamais il y en a qui se baladent un peu dans Grenoble et qui vous voyagez un peu dans différentes grandes villes, peut-être qu'il y a des tags comme TNR, qui veut dire « tu nous respectes », qui sont des tags de collectif. Ce n'est pas la même personne qui est à Grenoble et qui se balade de partout. C'est des gens qui sont disciplinés sur toute la planète et qui signent de cet acronyme-là parce qu'ils ont décidé qu'ils faisaient partie du même collectif. Donc, voilà un peu comment ça se passe. Voilà le début du tag, on va dire, de collectif. Et puis, à peu près à la même époque, en 1942, on a les murs prennent la parole pour une autre raison, c'est pour marquer un territoire. Alors, tout ça, ça commence avec la Zoot Suit Riot de 1942. C'est un moment où les GIs américains rentrent à Los Angeles épuisés pour se reposer et ils rencontrent la communauté hispanique mexicaine qui font l'opposé de ce que les bons Américains font, à savoir un effort de guerre. À l'époque, les vêtements sont hyper serrés parce que le moindre bout de tissu doit être préservé, sauvé pour fabriquer des parachutes ou des habits ou des choses pour les militaires. Et donc, les hispano-mexicains, hispano-américains, ils en ont strictement rien à fiche. Ils s'habillent justement avec des vêtements les plus amples possibles, ridiculement amples. Hein. C'est l'image qui est là le montre, hein, et c'est sorti du film de Malcolm X de Spike Lee. Et donc, il y a une bataille incroyable qui a lieu.
Et suite à ça, les hispaniques vont commencer à marquer leur territoire. Ça veut dire que la bombe va commencer à être utilisée, ou les murs vont être utilisés pour dire attention, là, vous rentrez chez nous, on ne va pas se laisser faire. Vous rentrez dans notre territoire. Et ça va être le continuum de ça. C'est la guerre entre les Crips et les Bloods, mais enfin, les deux gangs principaux aux États-Unis qui vont se battre pour marquer leur territoire et savoir où est-ce que tel ou tel gang peut mettre en place le business de tout ce qui est illégal, la prostitution, la vente de drogue, d'armes, etc. Donc voilà un peu les 3 moments ou 3-4 moments dans l'histoire où les murs vont prendre la parole et tout ça n'a pas de vocation artistique forte. Hein. Chaque fois, c'est pédagogique. Même si c'est pour dire, attention, si tu rentres chez nous et que tu n'es pas de notre clan, on va te péter la gueule si jamais tu essaies de vendre de la drogue pas chère. Et puis, après, on arrive à ce tournant aussi des révolutions de la jeunesse. Alors là, je pense que ça doit vous parler un peu plus, hein, mais de 64 à 74, on a ces mouvements qui correspondent un peu à la période où on est actuellement, hein, où une majorité de jeunes sont en train de dire, mais c'est nous qui allons vivre dans ce monde-là, et les gens qui décident de comment est-ce que le monde va est plutôt dirigé ou géré par des gens qui sont plutôt seniors. Et je crois que c'est un peu le résultat des élections qu'on a hein, aujourd'hui, même en France. Mais à l'échelle européenne, ça se passe comme ça, et on a un peu cette confrontation aujourd'hui, même équilibre, on va dire, qui est en train de se mettre en place, ou déséquilibre, où on a beaucoup de personnes âgées qui sont en train de ne pas avoir la même vision que la jeunesse du futur du monde dans lequel on vit, et avec des prises en considération de choses plus ou moins évidentes pour les retraites de certains ou pour le vivre dans les 50 prochaines années sur cette planète pour les autres. Donc, les révolutions de la jeunesse, elles commencent avec la guerre du Vietnam et donc toutes ces manifestations. Et là, on a le fameux mai 68 en France où là, voilà, cette image illustre très bien comment est-ce que les murs reprennent la parole en fait pour venir à grands coups, soit de peinture, soit de collage, porter des messages pédagogiques encore dans l'espace public. Donc voilà quelques images encore ça se termine avec la révolution des œillets en 74. Et donc voilà un peu le contexte dans lequel le tag et les premières œuvres de street art arrivent dans l'espace public et du coup dans notre paysage culturel. Alors ça commence en 1965 aux États-Unis et en Europe, en France plus spécifiquement, on y reviendra après. Mais donc aux États-Unis, il y a quelques gamins qui sont là à se dire, des ados hein, qui veulent dire, moi j'existe, je suis là, je m'appelle Phil T, je m'appelle Greg ou Taki, et ce sont leurs vrais noms. Hein. Et les noms qui sont associés, les numéros qui sont associés sont les numéros de leur rue. Donc c'est vraiment l'opposé du camouflage. Hein. C'est des jeunes qui sont en train de dire je m'appelle Taki, qui est le surnom commun de Démétrius, et je vis dans la 183e rue. Et donc, ils cherchent vraiment, au contraire, non pas à détruire la propriété publique, mais à s'exprimer, à dire je suis là et j'existe. Ce que font tous les gamins aujourd'hui qui taguent sur les smartphones sur les murs de leurs copains, quels qu'ils soient. Quoi, hein. Donc, voilà un peu comment ça commence. Et puis, Taki, il a déjà, il aime bien faire ça. Et puis, deux, il gagne sa vie en étant livreur. Donc, quand on n'a pas un rond, on a 10 euros pour faire la course, le salaire, et puis on a 10 autres, c'est des dollars là, et on a 10 dollars de plus pour prendre le taxi pour aller d'un point A à un point B. Et donc, quand on n'a pas beaucoup de ronds, les 10 dollars du taxi, on les garde dans la poche et puis on y va à pied. Et sur ce trajet complètement aléatoire, parce qu'il doit aller livrer des colis à droite à gauche, Taki, il va avoir son marqueur dans la poche constamment et il va marquer son nom Taki 183 partout là où il passe. Et donc, en quelques mois, il va sillonner la ville de New York et il va vraiment être remarqué par une frange de la jeunesse qui va trouver ça plutôt cool et ça va faire boule de neige. Et ça fait boule de neige de manière vraiment solide dans une ville qui est ruinée à l'époque, donc il n'y a pas les ressources techniques hein, de nettoyage,
voilà, c'est pas possible de lutter contre cette explosion qui est absolument imprévisible pour la communauté, pour la ville, de combattre ce tag. Et donc, du coup, ça va partout dans les métros. Vraiment, voilà, c'est un déchaînement comme ça qui arrive, qui prend lieu et place, au point que ça va faire la couverture du New York Times en 71, où là, le titre, c'est Taki 183 pardon, a fait les petits. Il a vraiment fait il s'est créé en fait toute une équipe et il a fait des adeptes en fait. Et donc voilà un peu l'explosion, la constatation de cette explosion, de cette énergie de la jeunesse qui, si elle n'arrive pas à avoir un Posca, c'est-à-dire ses marqueurs ou une bombe, eh ben, elle va prendre du cirage à chaussures pour marquer son nom et son numéro de rue dans l'espace public. Donc voilà un peu le constat et ben, ça, c'est le tag. Alors même si les artistes entre eux appellent ça du writing, que le mot graffiti est mis dans cet article, il y est 2 fois, il est mis là, c'est un mot qui est mis par la presse sur cet exercice-là, qui ne s'appelle pas du tag à l'époque, hein, c'est du writing, il s'appelle comme ça, les artistes entre eux ils font du writing. Mais c'est la presse qui met le mot graffiti là-dessus, elle met le mot graffiti à cause de cet ouvrage de Brassai qui sort en 1960, donc quelques années avant l'explosion du tag aux États-Unis, mais Brassai compile 30 ans de photos dans l'espace public à Paris. Et il va sortir ce bouquin qui est préfacé par Picasso, donc ça fait grand cas dans le monde de la culture. Et donc il y a fort à parier que le mot graffiti vraiment vienne de la base de cet ouvrage. Ça, c'est des photos qu'on trouve à l'intérieur de l'ouvrage. La photo qui est en bas à droite, pour ceux qui connaissent l'artiste Keith Haring, vont forcément voir une similitude avec ça. Et donc, par contre, c'est des gravures, des écritures dans l'espace public, sur les rues sombres, dans les rues sombres, dans les portes de prison, les endroits un peu malfamés de Paris qui sont collectés. Voilà, donc ça, c'est un peu le début. Et donc, tout ça, ça va devenir une mode. Et qui dit mode, dit il y a vraiment beaucoup de gens qui vont s'y mettre, qui vont s'y intéresser. Et la première galerie va naître en 1972. Donc, c'est assez récent. Et on a des artistes qui commencent à être vendus. Et donc, voilà, ça commence à faire un peu de buzz. Ça se met à exploser un peu de partout. On est encore au début des années 70. En 1975, ça c'est de l'autre côté, sur la côte ouest. On a l'artiste Chas Boyorquez qui commence à faire quelque chose d'un peu plus abouti avec un travail sur la lettre et sur le pochoir. Et une autre unité qui vous parle un peu ici, c'est tous les sports de glisse qui vont aussi utiliser ce type de marquage pour dire attention, ça c'est notre spot, cassez-vous, on ne vous veut pas chez vous. Donc voilà ce qui se passe aux États-Unis. C'est quelque chose d'assez simple, d'assez peu travaillé artistiquement parlant. Et en Europe, malheureusement, on n'a pas les premières œuvres d'Anas Pinho-Ernest, mais il a découpé ses premiers pochoirs en 1965 et il a fait ses pochoirs, il a mis la peinture dans ses pochoirs en 1966 sur le plateau d'Albion pour contester la force de frappe nucléaire qui se trouvait en Provence. Donc on a un artiste qui là pour le coup est très engagé, a un acte, fait des œuvres militantes. Et les premières photos qu'on ait de son travail, c'est ce qu'il a fait pour le centenaire de la Commune en 1971, sur un travail qui s'appelle Les Gisants, où il a dessiné un personnage au sol avec un effet d'anamorphose parce qu'il va être pris comme tel, il va être vu comme tel, donc allongé par terre. Donc il déforme son image, il la sérigraphie et il fait une installation artistique. Donc là, il y a le métro Charonne et sinon en dessous du Sacré-Cœur. Donc, il va vraiment se mettre aux endroits où l'œuvre résonne historiquement parlant, avec un dessin magnifiquement réalisé et un effet d'anamorphose. Donc, on voit bien que par rapport au tag des gamins à New York, on a une proposition graphique qui est d'un tout autre calibre. Mais il est tout seul. Donc, par rapport aux gamins qui sont en légion. Donc voilà un peu ce qui se passe en Europe. Alors après, il va continuer à faire toujours des sérigraphies très engagées. Ça, c'est ce qu'il a fait à Grenoble en 1976. Il était invité par Catherine Casca, qui était directrice de la Maison de la Culture à l'époque, sa première vraie commande en tant qu'artiste. Et il va faire un travail avec les syndicats sur les risques dans le monde du travail, ces maladies insidieuses comme le bruit, ce qu'on respire ou les cadences.
Donc voilà plusieurs de ses œuvres, quelque chose qui fait référence aux expulsés. Il avait fait une œuvre aussi à Grenoble sur la Bourse du Travail en 1979. Donc voilà un peu le style d'œuvres d'art qui prennent les places dans l'espace public à cette époque. On a aussi un gars qui s'appelle Gérard Sloticamien à Paris qui va, lui, juste prendre la bombe et faire ses éphémères. Là encore, ça fait référence aux personnes qui sont mortes des effets de la bombe atomique. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose qui a assez marqué la scène culturelle européenne, puisque la plupart des street artistes qui commencent à cette époque vont s'emparer du sujet, comme Hugo Kagman, par exemple, qui est le premier street artiste néerlandais. Mais voilà, là, on voit sur ses œuvres d'époque, hein, déjà la référence à tout, la bombe atomique, l'arrivée du nucléaire, etc. Donc, c'est quelque chose qui va travailler un petit peu ces artistes avec le pochoir. Là, elle est pas mal parce qu'elle présente aussi l'image en haut à gauche, la culture punk, la culture reggae, le dadaïsme, bon, voilà, un peu tout ce qui fait la jeunesse à cette époque. Voilà une autre de ses œuvres qui fait encore une fois référence à la fois à la Hollande, côté traditionnel, et puis à l'industrie du nucléaire. Mais alors, qu'est-ce qui fait que ce soit les États-Unis qui ont gagné un peu cette guerre du street art et du graffiti? Parce que quand on parle de graffiti, on pense aux États-Unis et c'est assez simple en fait. Il se trouve qu'à New York, quand vous faites une fresque sur un mur, il n'y a que les gens qui passent devant le mur qui vont rencontrer votre travail. Alors qu'à New York, ils ont ces murs qui bougent et ce sont les métros. Et donc, du coup, comme la ville est ruinée, c'est très facile de s'infiltrer dans les dépôts de train. Il n'y a personne pour les garder. Donc, à 2-3 personnes, c'est assez simple de faire une énorme pièce sur un métro, sur une façade de métro. Et comme il n'y a pas assez de métro, il n'y a pas moyen de nettoyer avant qu'il sorte, et le métro circule même s'il est décoré. Et du coup, là, c'est le jackpot pour les artistes. Et parce que là, leur œuvre rencontre des dizaines de milliers de personnes chaque jour. Donc, il y a une sorte d'explosion du graffiti aux États-Unis. Et ça devient la mecque de la créativité. Les photographes se donnent rendez-vous là-bas, compilent tout ça, et c'est de cet endroit-là que vont partir les premiers films et les premiers ouvrages, les premiers ouvrages papier, hein, les livres qui vont permettre de diffuser cette culture dans le au plus grand nombre. Hein. On est en 83-84 pour les premiers bouquins et les premiers films. Et donc, du coup, voilà, il n'y a que ces moyens-là, non pas digitaux, du coup, qui permettent de rencontrer un public et d'éduquer. Donc, voilà un peu ce qui se passe. Après, c'est très porté aussi par la musique. C'est-à-dire que les gens écoutent plus de musique qu'ils ne vont au musée. Hein. Tout le monde écoute de la musique. Et donc, le graffiti est très associé au hip-hop. Et c'est une musique qui est en train d'exploser au début des années 80. Et le pochoir, lui, est beaucoup plus associé à l'industrie du monde du punk. Donc voilà un peu les deux courants musicaux qui vont accompagner le street art en Europe. Les premiers échanges, on va dire, intercontinentaux se font autour de la musique. Comme je disais, là, c'est les Clash qui sont un groupe de punk qui importent ça en invitant à faire le décor qui est le décor qui est derrière les artistes, là, qu'on ne voit pas très bien parce que c'est une vieille photo. Mais là, c'est Futura 2000, hein, des pères fondateurs de la scène graffiti américaine qui est convoqué pour réaliser les décors. Et ça va se balader avec tout ça, quoi, ça va arriver en Europe. Et en 84, on a la première émission de télévision qui a lieu en France avec un présentateur noir, ça s'appelait HIP, et il y avait hip-hop, donc, et on a ces artistes qui viennent faire à la fois de la musique, et il y a les graffiti artistes qui sont derrière. Donc, voilà un peu le début. Françoise me dit qu'il faut que je speed. J'essaie de garder un rythme intensif. Et le graffiti traditionnel, on va dire, arrive à Paris avec Bando Lehman. Et si vous connaissez le mot Lehman, si vous mettez Brother derrière, vous voyez à qui on fait référence. Et donc, c'est quelqu'un qui habite sur les quais de Seine et qui se retrouve avec la capacité à prendre le Concorde comme nous, on prend le bus. Et c'est lui qui va ramener le graffiti en Europe.
Donc voilà, ça c'est les choses qui illustrent un peu le début des premières expositions, le monde marchand qui se met en place, les références qu'il va y avoir entre les parallèles qu'on va faire entre la scène américaine et la scène européenne, les véhicules, en fait, les premiers bouquins, les premières VHS qui vont permettre de faire en sorte que l'industrie du graffiti américain arrive en Europe, en fait, et que ce soit cette culture-là qui gagne et qui se diffuse le plus largement possible. Donc, voilà un peu l'histoire du graffiti, comment est-ce que ça arrive en Europe. Et puis, à partir de la fin des années 80, on voit des nouvelles techniques arriver, donc, notamment le collage. Alors, on peut coller plein de choses, mais ça, c'est le début du travail de Shepard Fairey, qui va faire de manière artisanale la sérigraphie sur des vinyles autocollants. Après, il a découpé le vinyle, et puis on a plein de petits autocollants qu'on peut coller partout. Et donc, on a des nouvelles manières de faire comme ça. Les photocopieurs aussi qui permettent de créer des nouvelles, voilà, de faire du XXL à partir d'impression sur papier. On a des artistes qui travaillent à la maison, qui vont identifier ce qu'ils veulent faire. Donc, ils font la peinture à la maison et puis ils n'ont plus qu'à arriver avec leur rouleau. Et en quelques minutes, on arrive à remplacer une 4 par 3. Alors, chez nous, c'est des 4 par 3. Chez eux, c'est des 5 par 12. Les billboards aux États-Unis. Mais donc là, on voit bien le travail de Ron English qui va dénoncer le lobby des cigarettiers qui avance un peu comme ça. Il travaille chez lui et puis là, en quelques minutes, il est capable de recouvrir une œuvre. Donc ça, c'est du street art. Et on a la bascule qui se fait au milieu des années 2000 avec l'arrivée du digital. Donc cette œuvre, elle est pas mal parce qu'elle est faite par Shepard Fairey. C'est encore une œuvre qui est vraiment faite de manière artisanale. Il n'en fait que 100. Mais elle annonce déjà la digitalisation du monde. Donc voilà un peu pour la partie historique. Et cette bascule en 2000 va faire qu'il va y avoir une explosion des propositions, que toutes les propositions sur la planète vont pouvoir se rencontrer. Et donc, la connaissance va devenir incroyable et va pouvoir s'échanger. Les gens vont interagir les uns avec les autres. Et donc, on va monter en capacité de proposition. Et donc, aujourd'hui, le street art, c'est tout ça. Et on va balayer un peu qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui le street art dans son ensemble. Donc, on commence par le tag. Ce qu'on a... Pas d'absolument. OK. Il y a une petite... Vas-y, continue. Donc voilà, là on voit bien cette image, elle montre comment est-ce qu'on passe du tag au graffiti, parce que une fois que l'espace est saturé, il y en a un qui va dire attendez, moi j'étais là avant les autres, je vais écrire mon nom en plus gros. Et donc à partir du moment où vous faites des lettres en plus gros, il faut remplir l'intérieur. Et c'est ça qui va faire que le graffiti, c'est ça en fait, c'est un travail de lettrage, et puis il faut le remplir. Donc entre le tag et le graffiti, le tag c'est la signature à la ligne claire, hein, ça veut dire qu'il n'y a pas de remplissage, c'est juste comme on fait une signature sur un chèque. Quand vous écrivez, bon, voilà, ça c'est du tag. Et dès que vous passez à l'étape du dessus en termes de volume, il faut remplir l'intérieur des lettres. Et donc, vous avez un travail de remplissage et un travail de composition de la lettre qui est important. Alors, ça peut être soit fait très vite comme ça, parce qu'il ne faut pas se faire attraper par le propriétaire du camion, soit on a plus de temps et on va pouvoir y prendre du plaisir, travailler beaucoup plus les lettres et enrichir ces lettres avec des scènes de villes, de personnages, du figuratif en fait. Et c'est l'ensemble des deux choses, les lettres plus les personnages, qu'on va appeler du graffiti. Donc ce graffiti, ça peut être quelque chose de complètement abstrait, même s'il y a des lettres, là, vous êtes incapable de lire ce qu'il y a écrit, moi aussi d'ailleurs. Mais donc voilà un peu deux exemples. Là, c'est une œuvre où il y a écrit quelque chose. Si jamais on ne vous donne pas les clés de lecture, ça va être très, très difficile de voir ce qu'il y a écrit. Et, en fait, il y a écrit Bandit, B-A-N-D-Y. Donc là, maintenant qu'on vous l'a dit, peut-être que vous arrivez à repérer un B, un A, un N. C'est plus ou moins évident une fois qu'on a l'information. Je vous donne un deuxième petit exemple. Ce qui a écrit, c'est écrit Fizek. Alors, c'est un bon travail de recherche, hein. C'est écrit ça. Et si vous le voyez, c'est écrit au centre, relativement petit. Il y a une étoile sur la gauche, là, qu'on voit bien, et c'est le point du I. Donc, voilà, juste pour vous montrer que quelque chose qui peut paraître abstrait peut être en fait extrêmement figuratif, celui qui a les clés de lecture.
Donc, ça, c'est le graffiti, donc c'est la partie originale. Et puis après, il y a donc le pochoir slogan, hein, on pose notre point au pochoir, on remplit de noir et on part. Et en quelques secondes, pardon, l'œuvre est réalisée. Donc, c'est des pochoirs slogans, des pochoirs coup de poing, on est capable de les réaliser très, très vite. Mais avec le pochoir, on peut faire d'autres choses. Le pochoir de gauche, c'est un pochoir qui fait une trentaine de mètres de haut. Hein. C'était sur le feu le lycée Minier à Grenoble. C'est sûrement le plus grand pochoir jamais réalisé au monde, hein, parce que c'est les Monkey Bird qui avaient fait ça. Et voilà ce qu'on peut faire avec du pochoir. Et à droite, c'est une œuvre de C215 où Amy Winehouse est représentée, mais on voit avec les différentes tonalités. Hein. Il y a du noir, du blanc, du rouge, deux tonalités de crème. Voilà, ça fait 5 pochoirs, donc ça fait 5 layers en fait, qu'on met les uns après les autres pour arriver à avoir ce niveau de détail, qui n'est pas le maximum, parce que si on pousse le schmilblick un peu plus loin, on arrive à ce niveau de détail-là, donc on est assez proche du photoréalisme. Ça, c'est le travail de l'organique. Donc avec le pochoir, on a déjà une capacité de faire des choses absolument incroyables. Logan X. Logan X, c'est le nom de l'artiste. Après, il y a le collage. Voilà, on peut coller plein de choses. Hein. Soit on dessine à la maison, comme on l'a vu, et puis on colle après, soit on imprime et puis on colle le papier imprimé. Donc, on peut faire du XXL. On peut coller du papier un peu plus travaillé. Hein. Là, c'est de la dentelle. Donc, quand un artiste fait ça dans l'espace public, on se rend bien compte que voilà, c'est un acte généreux, quoi. Ça va peut-être durer une semaine, si jamais il n'y a personne qui vient dégrader ça. Mais voilà, il y a une proposition incroyable et l'artiste voit qu'il a passé du temps. On peut faire des choses extrêmement grandes si on fait travailler des personnes avec soi. C'est le travail de JR ou avec son projet Inside Out. Il propose aux gens de venir coller leur portrait dans l'espace public. Et donc là, du coup, vous avez d'un seul coup une main-d'œuvre incroyable et vous pouvez remplir des surfaces absolument incroyables à l'autre bout de la planète. Quoi. Donc, ça, c'est une autre manière de faire. On est toujours dans le collage. On peut coller des origamis, le travail de Mademoiselle Maurice. Et puis, voilà, avec un peu de jugeote ou de créativité, on peut arriver à faire des choses incroyables. Bon, ça, c'est une durée de vie relativement mauvaise. Hein. Si jamais il y a de la pluie qui tombe là-dessus, ça va tout partir en cacahuète. Mais pour la photo, au moins, c'est magnifique, c'est hyper poétique. Le travail de petite poissonne, là, elle colle des sortes de petits aphorismes urbains. Ça va assez vite. Pareil, ça fait sourire, c'est petit, c'est assez peu intrusif. On peut coller des choses en mousse, par exemple. C'est des œuvres un peu 100% bio. Hein. Je vous rappelle qu'on est à Grenoble, donc il faut quand même qu'on monte patte blanche. Et donc voilà une œuvre qui a été faite par l'artiste Green. On peut coller du volume. Donc ça, c'est le travail d'Isaac Cordal. On le voit en haut de son échelle en train de mettre un petit balcon sur le mur et avec un petit personnage posé sur le balcon. Donc voilà des œuvres en volume qui peuvent prendre lieu et place dans l'espace public. Il y a un artiste fameux qui s'appelle Invader qui colle de la mosaïque. Alors, il a envahi les villes. Hein, donc là, il en a mis à peu près partout sur la planète. Une fois qu'il a envahi toute la planète, il s'est dit, bon, où est-ce que je vais pouvoir en mettre? Il est sous l'eau. Parce que dans la baie de Cancun, il n'y a bientôt plus de poissons, donc il faut quand même que les gens aient des choses à voir. Donc, ils ont fait des sculptures, et une sculpture en forme de maison. Il a dit, bon, il faut que je mette quelque chose, il faut que je mette dessus. Et une fois qu'il a fait la surface de la Terre et sous la flotte, il est allé dans l'espace. Comme ça, s'il y en a qui se posent la question de comment est-ce qu'il a fait, c'est des ballons à hélium, hein, vous savez, qui montent jusqu'à ce qu'ils finissent par exploser. Et puis derrière, il y a... Donc l'œuvre est attachée avec une caméra photo en face. Et puis derrière, il y a un petit système de parachute qui se déclenche avec un point GPS, donc on peut récupérer l'œuvre. Donc voilà un peu le street art est partout aujourd'hui, sachez-le, même dans l'espace. Les fresques, on est sur des choses assez grandes, c'est ce qu'on retrouve pas mal à Grenoble aujourd'hui, où là, il n'y a pas de travail de lettrage, donc ce n'est pas du graffiti, c'est juste du dessin. Et donc là, la patte graphique de l'artiste s'exprime et on va découvrir le style artistique de quelqu'un. À chaque fois, c'est très différent. Et là, par contre, il n'y a pas de travail de lettrage, c'est uniquement une image qui est posée en mode XXL sur un support. Les sculptures dans l'espace public, on va du XXXL, surtout quand on s'appelle Cause et qu'on a un papa qui est milliardaire, donc ça peut aider un peu au démarrage.
Aujourd'hui, lui aussi, il est devenu milliardaire. Donc, ça y est, maintenant, il a les moyens de faire ses œuvres de manière complètement autonome. Et bon, voilà, ça peut prendre des places, ce gigantisme-là. Il y a des œuvres qui sont faites à taille humaine. Donc là, ce n'est pas une performance d'un athlète, hein, c'est l'artiste Mark Jenkins qui se moule avec du scotch, qui refait des mannequins dans les positions du coup qu'il veut bien, qu'il choisit de réaliser. Puis ça fait des œuvres toujours mises dans des situations un peu sympas qui font souvent bien rire les passants qui découvrent ces œuvres comme ça. Quand on descend d'une échelle encore, ben, il y a le travail d'Isaac Cordan, hein, celui qu'on avait vu mettre son petit personnage sur son balcon juste avant. Là. Ça, c'est une œuvre qui s'appelle Follow the Leader. Donc là, il est à la fois, il compose l'œuvre, à la fois il est photographe. Et ça avait fait la couverture du Monde diplomatique, justement, pour parler du réchauffement climatique en 2015, lors de la COP 21. Donc cette image-là, elle dit, voilà, on voit les dirigeants qui sont autour du chef suprême et qui regardent ce qu'il a dans la tête pour les sauver d'affaires, mais manifestement, il n'y a pas grand-chose. Je crois qu'ils ont dit qu'il restait 3 ans le GIEC. Hein. Voilà, donc on avance. Et puis quand on descend encore d'une échelle, quand on arrive à l'ordre du millimètre, eh bien, on a les œuvres de Slinkatchou. Donc là, il va récupérer ses personnages dans des maquettes de train, donc ce n'est pas si évident que ça à trouver. Et puis à part si vous faites tomber vos clés devant l'œuvre, impossible de la rencontrer, sauf que maintenant, 95% des œuvres se voient souvent sur ce petit écran-là ou celui d'un ordinateur. Donc la digitalisation du monde a permis aussi la rencontre de ce type d'œuvres qui se propagent en fonction de leur pertinence. Et pour Slinkatchou, ça marche très bien. Tout le monde trouve ces œuvres très marrantes et très poétiques, même si jamais à chaque fois elles font référence aux déchets qu'on laisse dans notre espace, dans l'espace urbain quand même. Alors après, il y a un peu de nouvelles techniques. Il y a des gens qui font des interventions, là, comme Zeus qui est allé voler l'égérie de Lavazza sur la Alexanderplatz à Berlin, une place où il y a un peu de monde, donc ça se passe à 3 heures du matin. Et le personnage fait 10 mètres de haut, quoi, donc c'est quand même pas rien. Mais voilà, il va envoyer le petit doigt de la victime à Lavazza en leur demandant une rançon pour prouver qu'il a bien leur personnage. Et ils vont payer, hein, d'ailleurs, à Lavazza. Ils vont donner 50 000 € au palais de Tokyo pour récupérer leur Algérie. Bon, c'est devenu un projet de communication, mais c'était assez gonflé, on va dire. Une autre manière de faire de l'art, c'est dans l'espace public, plutôt que d'amener de la peinture, on en enlève. Donc là, on va enlever de la crasse. C'est un peu plus compliqué parce qu'il faut des pochoirs un peu solides, hein, en bois ou en métal. Il faut y aller au Karcher, donc il faut que le pochoir tienne. C'est un peu plus compliqué que d'arriver juste avec une bombe, mais c'est pas mal. On nettoie l'endroit. Là, c'est pareil. On vient enlever tout le carbone laissé par les pots d'échappement et on peut dessiner ce qu'on veut au Sario. En l'occurrence, c'est le nom de cette œuvre qui a été faite par un Brésilien. Un autre artiste qui a révolutionné un peu le monde du street art, c'est un artiste qui s'appelle Vives, qui est un Portugais, qui a simplement ressorti le marteau et le burin, mais qui a commencé à taper dans les murs. Et puis, si jamais vous avez un mur en plâtre et que derrière il y a de la brique, vous libérez du rouge et puis vous avez par effet de contraste, comme ça, vous pouvez dessiner ce que vous voulez. Donc, oui, il y a plein de choses très simples qui ne demandent qu'à être découvertes pour être mises en œuvre. Les anamorphoses, hein, sont ces œuvres qui se construisent uniquement si vous êtes au bon endroit, elles sont parfaitement constituées. Si jamais vous êtes décalé, l'œuvre est déstructurée, vous ne savez pas bien comment la voir, mais ça vous donne envie de chercher le bon point de mire pour la trouver. Et puis, quand c'est le cas, vous avez des œuvres comme ça qui sont parfaitement constituées, même si on voit bien que sur le bâtiment, il y a énormément d'angles. Et donc, si vous n'êtes pas au bon endroit, ce n'est pas possible d'avoir l'œuvre dans son entièreté. Voilà. Après, il y a tout ce qui est vidéoprojection. Donc là, on va se servir des bâtiments pour envoyer de la lumière dessus. Et donc, on peut faire des choses assez fun avec les gens. On est sur de l'éphémère total, toujours dans l'éphémère, ou en tout cas sans dégrader la propriété d'autrui. Il y a tout ce qui est light graph. Les graffiti artistes sont excellents pour faire ces paysages urbains, mais complètement numériques. Hein. Picasso avait fait du light graph, hein, donc ce n'est pas nouveau comme technique, mais là, c'est fait avec un panier à salade. On a vraiment l'impression d'être à l'intérieur d'une ville, quoi. Donc, la lumière, un panier à salade, un peu de créativité et bing, on a une œuvre street art qui est faite sur une pellicule. Alors ça, c'est un artiste du street art qui a fait ça. C'est celui qui peignait les
des pubs contre le lobby des cigarettiers dans la partie historique, qui s'appelle Run English, et ça s'appelle du cloud tagging. Alors, je pense qu'écologiquement parlant, aujourd'hui, c'est plus tellement responsable. Et vous avez 5 avions qui volent avec un GPS super précis et ils avancent de concert et ils ont un puff de fumée qu'ils peuvent déclencher à l'arrière de l'avion et comme un telex, ils peuvent écrire sur 8 km de long ce que vous voulez. Donc là, c'est une œuvre plutôt poétique. Et ça s'appelle du street art parce que c'est un street artiste qui l'a fait. Si jamais ça avait été un artiste d'art contemporain qui l'avait fait, ça s'appellerait de l'art contemporain. On voit un peu les choses qui peuvent prendre les places dans l'espace public. Et là, on commence à arriver sur des choses un peu plus techno, on va dire. Donc, un collage, hein, donc ça, c'est vraiment pas techno, hein, on est low-tech, mais le QR code qui est à l'intérieur permet d'échanger avec la proposition digitale de l'artiste et d'écouter la musique qu'il va vous proposer. Donc là, on commence à avoir des interactions qui convoquent un peu le numérique. Et là, par ici, là, on a des dead drops. Donc, il y a Aram Barta, c'est un Allemand qui a fait ça. Il y en a plus de 2500 dans le monde. Et voilà, si vous avez un bon antivirus, vous pouvez aller voir ce qu'il y a à l'intérieur de la clé USB. Il y a peut-être des bitcoins ou le dernier logiciel, je ne sais pas quoi, ou un bon virus qui va bien. Donc, c'est un peu James Bond comme style, on va dire. Voilà, ça c'est la carte des dead drops dans le monde, hein, donc c'est vraiment quelque chose. Alors à Grenoble, en France, il y en a 251, et à Grenoble, il y en a une, et à Milan, il y en a deux, donc on n'est pas super bon. Donc bon, j'espère que les ingénieurs qui nous écoutent, fort de cette présentation, vont se dire, tiens, peut-être que nous aussi, on pourrait en faire. Il y a un site, deaddrops.com, où vous explique comment faire, c'est assez simple. Il y a des artistes qui font de la vidéo, c'est un artiste qui s'appelle Blue, donc je ne vais pas vous la montrer là, mais voilà, ils font si vous tapez blueblue.org ou Blue Vidéo, vous allez trouver voilà, quelqu'un qui peint sur un mur, il fait une image, il repeint, il fait évoluer son personnage sur le mur. Donc à chaque fois, il faut qu'il repasse un coup de blanc et il va faire un film d'animation. Donc ça, c'est quelque chose de génial. Allez-y, vous pouvez regarder ça avec vos gamins, c'est formidable et ça dure une vingtaine de minutes et c'est une créativité complètement folle. Et puis, on a vraiment maintenant là, les choses un peu, on va dire, un peu innovantes, mais bon, des immenses palettes graphiques où vous peignez avec on va dire une bombe digitale qui envoie un point laser qui est récupéré derrière l'écran par une caméra. Et en temps réel, ça va vous faire ça va écrire là où vous mettez votre bombe, ça va projeter l'esthétique que vous voulez, si vous voulez une bombe qui coule, ou faire un pochoir. Enfin bref, vous avez vraiment la pratique du graffiti en live, en digital, et vous pouvez choisir de peindre sur un camion, vous pouvez choisir votre fond qui vous sont proposés dans la base de données. Donc il y a un camion de CRS, il y aura la façade de l'ILL, il y aura tout ce que vous voulez, parce que cette animation sera proposée, cette manière de faire sera proposée pendant le prochain festival. Et puis il y a d'autres personnes qui sont là, qui continuent à inventer avec là, c'est le Waterlight Graffiti. On peint avec de l'eau et ça allume des LED. Et donc, quand l'eau s'évapore, la LED s'éteint et donc on peut repartir à zéro. Les applications digitales, aujourd'hui, la réalité augmentée, ça, c'est vraiment des choses qui sont qui sont déjà là. Donc, ça permet d'augmenter en fait la rencontre et la médiation avec le public, entre l'œuvre et le public. Et donc, ça, c'est des choses qui sont des bons vecteurs pour arriver à comprendre et s'investir un peu plus dans la discipline. Alors, demain, qu'est-ce qui va se passer? Alors, on arrive un peu sur la prospective. On essaie d'aller là-dedans aussi. Et le festival, on essaie d'avancer sur des nouvelles manières de faire ou essayer de voir un peu, de faire de la veille, en tout cas techno, sur ce qui peut se passer. Donc, le Waterlight Graffiti dont je vous parlais tout à l'heure, donc là, vous mettez de l'eau, il y a une petite rosace de 2 fils de cube qui sont espacés de 2 mm autour de chaque LED. Et quand il y a une goutte d'eau qui touche les 2 fils, ça fait contact et la LED s'allume. Plus il y a d'eau, plus il y a de l'eau, plus la LED s'allume avec beaucoup d'intensité. Et puis quand l'eau s'évapore, la LED s'éteint. Donc ça, c'est un truc pas mal. Ça permet de faire des jolies choses. On peut faire des trucs magnifiques. Mais bon, c'est des fils de cuivre, des LED, il faut toucher les fils de cuivre. Donc si on met ça dans l'espace public,
Ça va pas marcher. Il y a un crétin qui va sortir ses clés et puis qui va essayer de voir ce que ça fait. Mais heureusement, il y a des matériaux aujourd'hui, comme le béton, par exemple, qui permettent d'écrire tout ce qu'on veut dessus et qui laissent passer la lumière. C'est bien connu. Donc, le béton qui laisse passer la lumière, vous le connaissez peut-être pas encore, mais ça existe. C'est du béton fibré avec de la fibre optique. Donc là, vous avez quelque chose d'incassable qui protège complètement ce qu'il y a derrière. Et au lieu que l'interrupteur, ce soit les 2 fils de cuivre et une goutte d'eau, tout le monde a aujourd'hui une source de lumière avec son smartphone. Et il y a des interrupteurs en fait très fins qui détectent les différences de lumière, d'intensité, et qui vont jouer comme des interrupteurs et rebalancer de la lumière là où ils ont détecté une variation d'intensité. Donc aujourd'hui, techniquement parlant, il ne reste plus qu'à attendre un courageux politique qui dira « Moi, je veux bien qu'il y ait un mur d'expression libre dans l'espace public sous mon autorité, mais c'est possible de faire un mur en béton sur lequel n'importe qui peut sortir son smartphone et écrire Ginette, je t'aime ou Jean-François, je t'adore, et le prendre en photo et faire ce qu'il peut avec. Et puis au bout de 5 minutes, 20 secondes, l'œuvre s'éteint, s'efface et le mur est disponible pour quelqu'un d'autre ou jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un d'autre qui arrive. Bon, enfin, donc voilà un peu des choses qui peuvent prendre lieu et place dans l'espace public. Ça, c'est des œuvres qui sont faites avec du béton fibré, avec la fibre optique, donc on peut déjà faire des choses un peu fines. Et puis là, j'étais en Croatie il y a quelques années, on voit que c'est un jeu de Tetris qui est mis à disposition à l'intérieur d'un magasin pour les gens qui sont à l'extérieur, et l'interaction fonctionne plutôt bien, quoi. Donc voilà, ça c'est possible et c'est sûr que ça fonctionne. Et puis demain, la technologie arrivant, on va finir par être capable d'avoir du volume dans l'espace public de manière éphémère avec les anamorphoses. Tout le monde connaît celle de Jean-Luc Mélenchon, donc si jamais la France insoumise a réussi à le faire, on devrait y arriver. Donc voilà un peu l'état du street art tel qu'il est. Cette présentation est partie vraiment des premières grottes à aujourd'hui, là où on en est, jusqu'où est-ce qu'on va pouvoir aller. Donc là, maintenant, j'ai la deuxième partie de la proposition. Là, je vais vous parler un peu du festival. Il est tard, donc s'il y en a qui doivent partir, partez. Je vais essayer de parler au pas de charge, mais voilà. Donc, le festival a commencé en 2015. On a fait une montée en charge assez rapide et aujourd'hui, on est à 270 fresques sur les 8 communes qui ont participé jusqu'à présent au festival. Voilà un peu ce qui s'est passé sur le territoire. Donc, on fait grosso modo une quarantaine à cinquantaine de fresques chaque année. C'est le plus gros festival en Europe et on se déploie sur une bonne partie de la métropole. Il y aura 12 communes cette année qui vont participer au festival. Voilà quelques œuvres qui sont faites et qui ont besoin d'explications parce que quand on a cette œuvre de Tenten, on se dit waouh, l'artiste est super fort, on a l'impression qu'il y a une anamorphose, qu'il y a un trou dans le bâtiment. Et effectivement, ça fonctionne assez bien. Et c'est bien d'avoir la deuxième lecture parce que l'artiste, quand il ne fait pas des formes géométriques, il prend des formes comme ça, un peu aléatoires, on se dit, mais c'est quoi cette forme? Comment est-ce qu'il a fait pour la penser? Et en fait, à chaque fois, il va prendre des paradis fiscaux. Et là, c'est la carte de la Suisse qu'il a mis à la verticale. Et en fait, vous êtes face à la Suisse. Donc, il est en train de dénoncer le fait que la Suisse soit un paradis fiscal en Europe, à peine camouflé. Vous voyez, le trou noir, là, il a une autre signification qui prend lieu et place dans la ville. Et on a une œuvre, en fait, qui est assez engagée politiquement parlant, mais il faut avoir les clés de lecture pour pouvoir les comprendre comme il faut. Ça, je vous laisse chacun 2 secondes pour voir si vous voyez d'abord le personnage, d'abord ce qui est écrit. Mais vous voyez, on arrive avec des artistes. C'est un artiste grenoblois qui s'appelle Azaz One qui nous fait ces propositions-là. C'est un peu sa marque de fabrique. Et il arrive bien à jouer avec le fait de perdre le regard, soit sur l'écriture, soit dans le visage qui est derrière l'écriture. Mais une fois qu'on a vu le visage, on n'arrive pas à voir l'écriture. C'est assez subtil. Voilà un peu des choses qu'on présente. Le travail d'Izzy Hill, c'est une artiste qui va revenir cette année. C'est une Moldave. Alors, une petite pensée pour eux, parce que là, avec ce qui est en train de se préparer en Transnistrie,
ils vont être sous les feux de la rampe. Là, c'est un pays qui va arriver. On l'a fait venir il y a 2-3 ans déjà. Là. Et donc, elle revient cette année pour faire une belle œuvre, un pont de clé, juste en face du planétarium. Vous devinez pourquoi. C'est une artiste qui, quand même, a une certaine accroche avec les planètes et un imaginaire comme ça, des trous noirs. En fait, le mur s'appelle ce que les murs ont, en fait, et que nous, on ne voit pas, mais eux, ils sont face à l'univers depuis toujours. Donc, c'est la mémoire des murs qui, c'est quelque part ce que le mur pourrait nous dire de ce qu'il a en face de lui, nuit et jour. Une œuvre d'Augustine Coffey. On a pas mal travaillé avec l'Université Grenoble, que ce soit avec l'UGA en direct ou avec le Crous. Donc, voilà, une œuvre qui est faite sur le Crous. Désolé, François, il y a un pigeon. Mais François n'aime pas les pigeons. Donc, je repasse sur celle d'avant. Donc voilà, on travaille pas mal sur plein de territoires. Et là, c'est le berceau de la, pas des mathématiques, de l'informatique. C'est le bâtiment de l'IMAB. Et donc, du coup, c'est un artiste qui s'appelle Augustine Coffey, qui a fait une œuvre qui s'appelle In Addition. Et Augustine Coffey, c'est l'artiste qui est venu l'année dernière faire l'immense œuvre qu'il y a devant l'entrée de ST Micro, donc, qui est juste à côté de chez vous, en collaboration avec une artiste qui s'appelle... j'ai oublié son nom, mais c'est pas grave. Et voilà. Là, c'est une artiste qui s'appelle Coré, qui est une artiste argentine qui revient cette année. Donc, je vous ai mis des artistes un peu qu'on fait réintervenir de temps en temps. Elle vient d'Argentine. Hein. Et donc là, elle fait un travail sur le langage des signes. Comment est-ce qu'on dit ensemble ou union en français? En fait, on ne signe pas de la même manière quand on parle espagnol ou français en fonction des langues. Et donc, du coup, là, on voit on comprend que ça veut dire la même chose, mais le signe n'est pas fait de la même manière. Et donc, c'est ce qu'elle a fait sur une école. Donc, du coup, cette veille un peu technique sur de nouvelles manières de faire nous poussé à inviter plusieurs fois un artiste qui s'appelle LPVDA, qui veut dire les pinceaux verts d'Antoine. Et donc, lui, il ne peint pas avec des bombes, comme vous pouvez le voir, il peint avec une ponceuse, avec une disqueuse. Et vous savez que le bois, quand il est mis au soleil, il noircit naturellement. Et par contre, il reste sa couleur naturelle et c'est une protection, hein, comme la rouille pour le métal. Et donc, si on va attaquer cette couche de noir qui est très superficielle, et on retrouve la couleur du bois originel qui est derrière. Donc, avec une ponceuse, il a pu faire ces œuvres magnifiques sur une école du centre-ville, les places du Jardin de Ville, et tout en sachant qu'il y a un côté très éphémère à ces œuvres-là, puisque le bois qui est de nouveau extrêmement clair une fois qu'il a été poncé, il est de nouveau, lui, exposé au soleil, et donc l'œuvre va se faner assez facilement, assez rapidement, et cette œuvre a été faite en 2018, donc il y a 4 ans maintenant, et si vous passez place du Jardin de Ville, pour aller au cabaret frappé ou je ne sais pas quand cet été, vous pourrez constater que c'est toujours visible, mais les œuvres sont beaucoup, beaucoup moins contrastées que maintenant. Et puis, alors, je ne sais pas si c'est un concours de circonstances ou pas, mais il y a des artistes suisses, un autre artiste suisse qui a innové récemment et qu'on a eu l'occasion d'inviter. C'est quelqu'un c'est un hooligan, hein, il casse des vitrines. Donc, il se balade avec son marteau et il peint en cassant des vitres. Alors, ça donne des choses absolument magnifiques. Un artiste qui s'appelle Simon Berger. On va refaire venir cette année, normalement. Je croise les doigts. On attend une dernière validation de la part de Saint-Martin-le-Vinou, mais il devrait faire une très belle œuvre là-bas cette année. Donc, je vous invite à venir découvrir son travail. Voilà, c'est assez surprenant. Alors, il explose un peu de partout. Là, il a même fait le portrait de campagne. Il a fait le portrait de Kamala Harris, qui d'ailleurs risque de se retrouver président des États-Unis d'ici pas longtemps, manifestement. Sauf si Biden continue. Bon, on verra. Mais voilà, c'est des artistes qu'on essaie de découvrir et de faire cette veille un peu d'innovation pour pouvoir les présenter au festival, parce que il est venu la première année en 2018, il va revenir en 2019, pardon, il va revenir en 2020, c'était la première fois qu'il est venu, il va peut-être revenir en 2022, puis après il nous échappe. Ça devient tellement des stars qu'ils sont inaccessibles, en fait. Donc c'est assez important pour nous d'avoir cette veille techno un peu, comme j'imagine beaucoup de gens ici font de la recherche sur le futur.
Donc, ça, c'est déjà des artistes un artiste qu'on va faire revenir aussi. Vous voyez, on a vraiment l'impression qu'il y a un trou dans le mur, hein. Surtout quand c'est pris au bon moment, avec la bonne colorimétrie de ciel, avec les bons nuages qui vont bien. La partie en haut à gauche, on a vraiment l'impression que le bâtiment est creux. Et pour la petite histoire, donc ça, c'est une anamorphose, une œuvre qui se constitue parfaitement si on est au bon endroit. Et l'histoire de cette fresque est intéressante parce que jusqu'à 3 semaines avant le début du festival, l'artiste devait peindre partout et faire disparaître la cheminée. Et puis, 3 semaines avant le début du festival, on a le bâtiment qui est derrière qui nous appelle en nous disant ah, on a un petit problème, la cheminée n'est pas à nous. On dit ah bon, oui, effectivement, c'est un problème, il faut avoir l'autorisation du propriétaire de la cheminée. Et le propriétaire de la cheminée, c'est l'église qui est juste devant, c'est une église moderne qu'on voit, c'est à Grenoble. Et on a eu une fin de non-recevoir. L'église nous a dit interdit de mettre la moindre goutte de peinture sur la cheminée, sauf si jamais vous nous faites le pape les bras ouverts. Donc, bon, ce n'était pas possible. Et donc, l'artiste a dû réinventer une histoire, se constituer une œuvre avec cette contrainte, mais monumentale. Une cheminée en briques monstrueuse qui prend la moitié du champ visuel du mur, ce n'était pas gagné. Il a quand même réussi à faire cette prouesse, de transformer ça en art. Donc, voilà un peu le niveau de créativité, d'inventivité des artistes, qui parfois est à saluer, je trouve. Après, on fait venir plein de types d'artistes, y compris des iconoclastes, dont un qui s'appelle Kobe. Il fait mourir de rire beaucoup de monde. Et là, j'ai sélectionné 2 qui ont un caractère un petit peu scientifique, hein, parce que je ne sais pas si vous pouvez répondre à ces questions ou valider ces affirmations. Mais, voilà un peu le style d'œuvre qu'il fait et qu'il met dans l'espace public. Donc, c'est assez costaud, c'est assez rigolo. Voilà un peu une manière de faire du street art un peu fun. Il fait des ateliers avec les gamins qui fonctionnent super bien. Ben alors, ça, cette œuvre, on ne peut pas. Hein, elle sera sur la couverture du prochain bouquin qu'on édite, qui compile les éditions 2018-2019. C'est celle de Shepard Fairey, donc l'œuvre qui a un peu défrayé la chronique. Shepard Fairey, c'est la personne qui a fait le portrait de campagne de Barack Obama. Hein, donc c'est quand même le street artiste le plus connu au monde, qui nous a fait l'honneur de venir en 2019 et qui nous a laissé cette Rose Girl absolument magnifique sur le home, le Crous, dans le centre de Grenoble. Une autre femme assez connue, que vous, scientifiques, vous devez connaître, Heidi Lamar, qui est un peu plus connue dans le monde du grand public pour ses succès à Hollywood, mais voilà, elle est aussi une grande chercheuse, chercheur, je ne sais pas si on dit chercheur ou chercheuse, on va pouvoir dire les deux maintenant. Donc voilà, c'est intéressant de voir qu'il y a des portraits comme ça qui ne sont pas signés. Personne ne vous dit que c'est Heidi Lamar, mais c'est elle qui est représentée par l'artiste M4U. On a fait venir un japonais qui s'appelle Suiko. Et je termine la conférence, donc là, vous êtes content, François, j'espère qu'on aura tenu à peu près les temps, avec 2 œuvres, encore une où il y a des pigeons qui représentent bien le synchrotron et l'ILL, hein, puisque l'anneau fait référence à l'anneau qui a la vue de Grenoble un petit peu, qui est surplombante notre territoire. Donc ça, c'est un artiste qui s'appelle Vesod, qui vient d'Italie et qui nous a fait l'honneur de faire cette œuvre qui représente plutôt assez bien notre territoire, avec le côté à la fois montagne, ces merveilleux pigeons qui jouent à passer dans des cerceaux, et puis le côté innovation. Mais en fait, il revient dans l'histoire en fait, de Lille, hein, qui est un artiste canadien qui était venu et qui nous avait fait c'était génial d'avoir cette proposition d'un artiste qui nous dit j'ai fait des recherches sur Grenoble, vous m'invitez, c'est génial. Et de la conduite forcée de la houille blanche, du coup, à l'ESRF, j'ai trouvé que cette œuvre était parfaite parce qu'elle s'appelle Process of Acceleration. Donc, on accélère l'eau pour créer grâce à des turbines de l'électricité et l'accélération des particules de l'ESRF, donc qui est représentée. Alors, pour les connaisseurs, ça va tous vous sauter aux yeux. Il n'est pas créé, les anneaux ne sont pas dans le bon sens. Hein, normalement, il aurait dû être représenté ça tourne de gauche à droite et pas de droite à gauche. Mais pour les besoins de la forme du mur, qui est la contrainte imposée à l'artiste, et puis de liberté de création aidant, il s'est permis de retourner
le SRF et il est allé le visiter. Donc, il a rencontré Delphine Chenevier qui lui a fait la visite de l'ESRF. Et là, il a rencontré une des chercheurs qui s'appelle Martine Cotte, qui travaille, ou Marine Cotte, pas Marine Cotte, qui travaille sur la peinture, la dégradation de la peinture. Et elle travaille notamment sur le jaune de Van Gogh. Vous savez, Van Gogh a fait plein de tournesols. Et donc, du coup, ils se sont rencontrés, ils ont eu un moment d'échange incroyable. Et Marine lui a donné deux petits échantillons, deux petites lamelles avec les jaunes, pardon, sur lesquelles elle travaille. Et il a décidé d'intégrer ces œuvres dans la fresque, ces deux petits bouts, ces deux lamelles dans la fresque. Donc, la plus grande ligne qui va d'en haut jusqu'en bas représente il y a les deux petits cadeaux de Marine Cotte qui sont dans la fresque. C'est chemin des Montagnes Russes à Grenoble. Voilà un peu ce qu'on a fait. Alors après, je passe rapidement au festival. Il y a un festival de films qui commence par 3 jours de festival de films. On va présenter les films sur street art. Donc ça, c'est la partie digitale qu'on a vue. Donc il y avait de l'intelligence artificielle. C'est des process de deep learning, non pas de deep learning, de machine learning, où on fait apprendre un tableau à une machine. Et puis, vous pouvez rentrer dans le tableau. Donc là, vous rentrez dans le cri, le munch, et puis vous pouvez être représenté comme vous le voulez. Vous insérez comme vous voulez dans le tableau. Les flip papers, donc là, vous dessinez votre schéma de flipper, et puis vous pouvez faire passer la balle là où vous avez décidé. Et si jamais vous mettez quelque chose de rouge, ça fait un bumper. Si jamais vous mettez un chemin vert, c'est obligé de le suivre. Bon, c'est assez génial comme travail. On fait les street art runs. Donc là, c'est pour rencontrer un peu les sportifs qui veulent découvrir les fresques. Il y en a tous les samedis, il y a des petites choses comme ça. Donc, on invite les gens à rencontrer le street art par les portes de l'innovation, du sport, etc. Et là, c'est vraiment la fin. C'est la dernière slide. C'est marqué merci. Donc,